sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Miaou miaou plutôt. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Bel et Bien ensemble. C'est cool quand on est ensemble, non? Est-ce que tout le monde n'est pas super heureux déjà avant qu'on ait commencé à parler? Je sais pas, ça doit être l'ambiance. Il faut dire qu'on est bien accompagnés, tous, le public et moi, parce qu'il y a Sarah, Stan, et il y a notre neuropsy, Sylvie Chocron, chercheuse au CNRS. C'est la sachante du groupe. Nous, on la regarde, on ouvre la bouche et on se tait. Mais on ouvre la bouche parce qu'on fait... Alors regardez ces articles, regardez, nos amis les bêtes occupent une place de plus en plus importante dans la vie des Français. On trouve même des jouets pour chiens dans les menus de nos fast-food. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les chiffres sont formels. 69% des Français considèrent leur animal de compagnie comme un membre de la famille. Alors pour 36% d'entre eux, il est carrément considéré comme un enfant. Et c'est un chiffre qui grimpe à 46% chez les femmes. Oui, parce qu'on est plus gentil. Voilà, on est plus sensible. La raison, c'est que les animaux sont un rempart émotionnel contre la solitude, contre l'anxiété. D'ailleurs, 98% des propriétaires d'animaux affirment que leurs compagnons améliorent leur humeur. Alors pourquoi les animaux nous font tant de bien? On en parle avec celle qui nous a donné envie de faire cette émission. Regardez-la, c'est l'éthologue et autrice de nombreux livres sur l'intelligence animale. C'est Jessica Serra. On a trop de chance de la voir. Elle va nous révéler que ces petites boules de poils ont à nous apprendre beaucoup de choses en termes de bien-être. Mais avant de la recevoir, Sarah, j'ai besoin, parce que vous êtes aussi une des sachantes de cette émission, j'ai besoin d'avoir votre avis personnel. Vous allez la voir, Agathe. Alors déjà, regardez cette photo là de moi, avec Morito, le chien de mon meilleur ami. Il n'a pas l'air épanoui, heureux, les cheveux brillants. Le poil soyeux. Le poil soyeux, voilà, la mine reposée. Franchement, si j'habitais pas dans un F2 à Paris, moi j'aurais adopté un chien à la SPA. Pas parce que j'ai besoin de quelqu'un pour me rapporter la baballe, non. Pour ça, j'ai mes enfants. Non, je déconne. Parce que j'ai besoin de quelqu'un. Je rigole, j'embrasse mes enfants. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me rappelle comment vivre. Parce qu'entre les notifications, les mails, les injonctions à être productif du matin au soir, on vit dans un monde hyper connecté et anxiogène. Et les animaux, eux, ils nous reconnectent à quelque chose qu'on a un peu perdu, le moment présent. Ils nous obligent à sortir, à marcher, à lever les yeux de nos écrans. Et ils nous rappellent aussi qu'on peut être heureux avec une promenade, une sieste, un petit câlinou. Et puis entre nous, à la différence de certains enfants ou même de certains maris, ces boules de poils, elles sont pas ingrates. Oh oui, quand vous les retrouvez après une journée compliquée, ils vous accueillent comme si vous étiez Beyoncé au Stade de France. Et ça fait plaisir parce qu'ils sautent de joie. Ils sentent immédiatement quand vous n'allez pas bien. Ils ne regardent pas leur téléphone quand vous leur parlez, eux. Et puis le chien, lui, Agathe, il est fidèle, si vous voyez ce que je veux dire. Vous me regardez comment? Vous espèce de faux folle. Bref, plus sérieusement, Agathe, moi je crois que c'est un véritable antidote au stress moderne. D'ailleurs, il y a la médecine qui commence à en prendre conscience. Depuis peu, les animaux entrent même dans les hôpitaux et les EHPAD pour apaiser et guérir les patients. Alors, Sylvie, est-ce que vous confirmez le pouvoir magique des animaux sur notre santé mentale et physique? Mais alors, non seulement je confirme, mais je vais vous donner encore plus d'arguments, Sarah. Donc, on sait aujourd'hui que les animaux sont vraiment, vraiment bénéfiques, à la fois sur le plan de la santé physique et de la santé mentale. Alors là, je parle à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont un chat. Je vais prendre l'exemple du chat. On sait aujourd'hui que caresser un chat et... je sais qu'Agathe a un chat. Ma pépette. Que caresser un chat et l'écouter ronronner va immédiatement faire diminuer la tension artérielle, va ralentir la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. En quelque sorte, être avec son chat, c'est un anti-stress naturel. Vous avez immédiatement une baisse du cortisol et donc, véritablement, vous ressentez moins le stress. Mais en plus de ça, être en contact physique avec cette boule de poils, que ce soit un chat, un chien, véritablement, ça va libérer tout un tas d'hormones qu'on aime beaucoup dans cette émission. De la dopamine qui fait qu'on prend du plaisir, de la sérotonine qui fait qu'on se sent heureux, de l'ocytocine, on va en reparler, qui est l'hormone de l'attachement. C'est pour ça que vous êtes tellement attaché à cet animal. Et même, figurez-vous, et là on en arrive à la santé physique, les endorphines, qui sont de véritables antidouleurs, qui sont sécrétées par notre cerveau et qui nous permettent véritablement d'effacer tous nos petits maux quand on est en train de s'occuper de notre animal. Et en plus de ça,
Lorsqu'on est en contact avec un animal, et là plutôt un chien ou un chat qui va dehors, cet animal, il peut avoir des petits agents pathogènes qu'on va du coup pouvoir nous capter et qui vont nous immuniser contre certaines maladies. Donc en plus de ça, le contact avec l'animal va doper notre système immunitaire. Donc même en termes de santé physique, il y a un effet bénéfique. Donc oui, vous avez tout à fait raison, Sarah. Donc il vaut mieux qu'un enfant grandisse au contact d'un animal de compagnie. Bien sûr, parce Ok. que ça va lui permettre d'être exposé à quelques bactéries, quelques microbes auxquels il n'aurait pas été exposé. D'ailleurs, on a le cas aussi, Agathe, je pense que vous en avez souvent parlé dans les maternelles, de la toxoplasmose qui est transmise par le chat. Et les femmes qui, avant d'avoir un enfant, ont eu un chat et ont pu... C'était mon cas. Voilà, moi aussi. Et qui ont pu du coup être immunisées contre la toxoplasmose, c'est toujours ça de prix pendant la C'est grossesse. moins de stress pendant la grossesse. En tout cas, les animaux ont plein de choses à nous apprendre et on va en savoir un petit peu plus avec notre invité qui nous rejoint tout de suite. Bonjour Jessica Serra. Bonjour. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui nous avez donné envie de faire cette émission. Ah bah merci. Bah oui, vous savez tout sur les animaux, vous êtes éthologue, donc vous êtes l'autrice du livre Le monde secret du chien que j'ai en face de moi, qui est paru aux éditions Humaine Science. Et grâce à vous, on va s'inspirer de nos amis les bêtes pour aller mieux. Un premier cas de figure, on sait que la charge mentale pèse sur les épaules des femmes, en tout cas plus que celle des hommes généralement. Et ben chez certains animaux, cette notion, elle n'existe pas du tout, parce que la coopération est de mise. Et c'est le cas, écoutez bien, chez les éléphants. C'est-à-dire que là, tout le monde prend sa part. Vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, tout à fait. On a longtemps véhiculé l'idée selon laquelle, en fait, la loi du plus fort régnerait à la fois dans les sociétés animales et dans les sociétés humaines. Et en fait, c'est une interprétation totalement fausse de la théorie de l'évolution de Darwin, puisque Darwin parlait de la loi du plus apte, ce qui n'a rien à voir avec la loi du plus fort. Et puis, parallèlement, Darwin avait très vite capté l'importance de la coopération dans les groupes animaux pour la survie. Et cet exemple des éléphants, il est absolument fascinant parce que, qu'est-ce qu'il nous montre ? Eh bien, il nous montre qu'il y a une délégation des tâches, c'est-à-dire que les éléphants évoluent dans des sociétés dites matriarcales. Et quand il y a un petit qui vient à naître, eh bien, à la fois la maman va s'en occuper, mais également les tantes, les sœurs, les grands-mères. Donc, on a tout un réseau, finalement, de nurses autour de l'éléphant. Mais il n'y a pas de mec? Et alors, les hommes, j'allais dire. Les hommes. Pardon, oui. Les hommes éléphants. Les mâles, pardon. Les mâles éléphants, en général, partent du groupe et en tout cas ne jouent que très peu de rôle dans l'éducation des petits, en effet. C'est vraiment un système très féminin qui se met en place dans l'éducation. Et ce qu'on peut retenir de tout ça, je pense, là où on peut trouver une source d'inspiration en tant qu'être humain, c'est que quand on se retrouve avec une charge mentale très élevée, et notamment quand on vient d'avoir un bébé ou quand nos enfants nous demandent énormément, ne pas hésiter à solliciter notre entourage, des personnes de confiance, parce qu'évidemment, dès lors que la charge mentale est partagée, eh bien, elle est forcément allégée. Bah ouais. Alors attention, alerte mignonnerie avec ces images. Là, vous n'êtes pas prêts. Regardez, je vous dis. Non mais, non mais, je meurs. Ce sont des mamours. Non mais, non mais la mignonnerie, ça n'existe pas quand même. Oh, les Je me demande si je peluches. vais pas échanger mon Peluche vivante. chat contre une loutre. Moi, elle m'a attaqué hier. Alors que la loutre n'a pas l'air très offensive. Alors, Jessica, on parle beaucoup donc d'anxiété féminine, en plus de la charge mentale. Et les loutres, elles ont l'air d'avoir tout compris. Oui, elles ont tout compris. Alors, d'abord, c'est des animaux fascinants parce qu'ils sont très mignons, mais ce sont surtout des animaux hautement sociaux. Donc, ils vont développer un lien très fort avec leurs congénères. Et là, on le voit sur les vidéos. Non seulement elles vont pouvoir se tenir la patte lorsqu'elles flottent pour éviter de dériver, mais elles vont pouvoir également tisser un lien très fort. Et puis, ce contact physique qui existe finalement chez tous les mammifères sociaux, cette recherche de contact, elle va être bénéfique à plusieurs égards. D'abord, elle va permettre de tisser du lien social. Elle va permettre aussi d'apaiser les tensions, de trouver un sentiment de sécurité, d'apaiser le système nerveux, en fait. Et il faut savoir que les bébés humains aussi vont chercher le contact physique très rapidement après leur naissance. Donc, à quelques minutes d'existence, ils vont chercher ce contact tactile avec leur maman, en général. Et tout au long de notre existence, on va rechercher ce contact. Pourquoi ? Parce que ça nous fait du bien, ça nous apaise et qu'on va libérer cette fameuse hormone qu'on connaît tous, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'apaisement. Et donc, c'est pas finalement un signe de faiblesse que de demander un câlin à son conjoint, à ses enfants, à ses animaux de compagnie. Bien au contraire, c'est l'opportunité de se faire du bien et d'être bien dans ses baskets. Sylvie, vous me ferez un petit câlin. Stan, Oui, câlin de loutre, comme ça, dans l'eau. Et moi,
Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, oui, moi, ça rouge, je veux un câlin de vous aussi. Jessica Serra, il y a une espèce qui est vraiment fascinante, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Stan au réveil. Et Ah ouais, on faites en voir. a vraiment la preuve chaque Oh, matin. belle bête. Regardez, c'est le rat taupe nu. Et- C'est vrai. La même. Non, mais attendez, le rat a mauvaise réputation, mais vous allez voir que c'est quand même une race assez folle. Figurez-vous qu'il pourrait nous aider à nous débarrasser de nos rides bien mieux que n'importe quel sérum anti-âge. Vous voyez quand même que l'analogie n'était pas si dégueulasse. Oui, alors c'est pas très flatteur pour Oui, Stan. j'entends bien. Effectivement, le rat top nu, c'est pas un animal qu'on peut trouver très beau d'un point de vue esthétique. En revanche, il fascine complètement les scientifiques à plusieurs égards. D'abord, il a un système social très différent de la plupart des mammifères, qui ressemble presque un peu à celui des fourmis. C'est un système qu'on appelle un système eusocial. Donc, il y a une reine qui fait tous les bébés, et puis il y a des nurses, il y a des ouvrières. Mais finalement, c'est pas tant ça qui fascine les scientifiques. Ce qui les fascine, c'est que cette espèce est très résistante du point de vue des cancers, notamment du point de vue des maladies. Et c'est une espèce qui a une longévité très élevée par rapport au reste des rongeurs, qui peut dépasser les 30 ans. Et puis, pour rebondir sur le côté anti-rides, c'est une espèce qui va fabriquer une grande quantité d'acide hyaluronique par rapport à nous, qui en fabriquons aussi naturellement une petite quantité, mais eux, une grande quantité qui permet d'avoir ces peaux glabrins qu'on leur voit sur les vidéos. Donc, c'est un exemple fascinant pour moi de comment une espèce en Elle va particulier... se frotter à eux, Agathe. J'étais en train de réfléchir, je me disais, est-ce que je leur prélève du sang, je le réinjecte? Est-ce que je le prends, je me le frotte comme Ils ça? sont pas faciles à capturer à la main, en tout cas. Mais voilà, c'est une espèce qui fascine la communauté scientifique et parce qu'elle inspire notamment beaucoup la médecine humaine. Bon, alors en fouillant dans le passé, Stan Ça va a mieux. découvert un des super pouvoirs des animaux et eux, ils nous enseignent l'humilité. Oui. Oh, c'est beau. Oui, Agathe, parce que pendant très longtemps, on s'est raconté un peu une fable, nous les humains. On s'est raconté cette belle histoire, celle d'une espèce unique, supérieure, différente du reste du vivant. On pensait être les seuls êtres sur Terre doués d'intelligence, de sensibilité, les seuls à savoir manier des outils, à s'organiser en société. Bref, on se la raconte, les boss du monde animal. Mais ça, c'était avant les années 1960. Avant qu'une Wonder Woman inflige une blessure narcissique à l'humanité. Cette femme, c'est elle, Jane Goodall. Quand elle débarque en Tanzanie pour observer les chimpanzés, les scientifiques de l'époque les regardent de loin. Ils les pensent incapables d'émotions complexes. Jane, elle, va poser un autre regard sur eux. Elle leur donne des prénoms, passe des mois à les observer, finit même par se faire accepter par le groupe et à force de patience, elle découvre que les chimpanzés utilisent des outils avec des branches pour attraper des termites, qu'ils ont des amis, des rivalités, des gestes de tendresse. Ils jouent, ils se réconcilient, ils se consolent, ils peuvent aussi se faire la guerre, tellement nous, quoi. En fait, plus Jane Goodall observe les chimpanzés, plus elle comprend qu'ils sont doués d'une formidable intelligence émotionnelle. Et la scène qu'il prouve, vous la connaissez sans doute. On est en 2008. Jane Goodall participe à la réintroduction de Wunda, une jeune chimpanzé sauvée après des années de captivité et de maltraitance. Au moment de retrouver la liberté, elle nous offre le câlin du siècle. None of us could predict exactly what she would do once the cage door opened. It was a very, very touching moment. One of the most amazing things that's ever happened to me. The warmth of her embrace is something I shall never forget. Alors, à l'image des travaux de Jane Goodall, cette vidéo a complètement changé notre regard sur les animaux. Elle est la preuve que les chimpanzés sont capables d'attachement, de mémoire affective, de gratitude. Jessica, parlez-nous des travaux de Jane Goodall. Comment ils ont changé notre façon de voir le monde animal? Ah, ils ont changé beaucoup de choses parce que d'abord, elle leur a donné donc des prénoms, vous l'avez dit, à une individualité. Et puis, elle a permis de démontrer que les chimpanzés sont intelligents, bénéficient donc à la fois de capacités cognitives et émotionnelles développées. Mais finalement, Jane, elle étudiait l'intelligence un peu sous tous ses aspects. Et pas seulement, l'intelligence, ça ne se résume pas à l'accumulation de connaissances ou simplement la résolution de problèmes. L'intelligence, elle est aussi sociale. Et chez les chimpanzés, quand on observe les chimpanzés, eh bien, il y a beaucoup de chimpanzés qui prennent du temps à regarder les congénères et notamment à savoir qui s'est disputé avec qui.
Donc s'est il y a beaucoup d'empathie. il y a beaucoup d'empathie et il y a ce qu'on appelle aussi, ils bénéficient de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se projeter dans l'autre, de comprendre ce que ressent l'autre. Et ça a été fondamental pour comprendre déjà qu'on partageait beaucoup de choses avec eux, parce qu'il y a une proximité génétique, il y a une proximité, j'ai envie de dire aussi cognitive, et puis surtout pour se dire, finalement, ils sont très proches de nous, et cette intelligence sociale qu'on a étudiée chez les chimpanzés, elle vient éclairer notre propre évolution. Parce qu'évidemment, à un instant T de notre évolution, il s'est passé quelque chose du point de vue de l'intelligence sociale qui nous a permis d'évoluer, de coopérer à l'extrême pour connaître les groupes sociaux qu'on connaît aujourd'hui, les sociétés humaines. On est passé de groupes de quelques individus, quelques dizaines d'individus, aux sociétés qu'on connaît aujourd'hui. Oui. C'est absolument fabuleux. C'est incroyable. Sarah, vous êtes allée à la rencontre des Français, vous avez réveillé leur instinct animal. Rien qu'en le disant, ça me fait un petit peu peur. Qu'avez-vous fait? Alors, je vais vous expliquer. En fait, en préparant cette émission, moi, j'ai découvert que côté amour et séduction, les animaux, ils ont plein de choses à nous apprendre. Prenez par exemple le manchot Adélie. Lui, pour séduire sa partenaire, pas de bouquet de fleurs, le mâle passe des heures à chercher le plus beau caillou possible avant de l'offrir en cadeau. Oh, Sacré c'est gentleman. Regardez comme c'est chou, comme il se donne la Oh, peine. la mignonnerie. Oh, il ressemble à mon chéri sur le galet. Et en termes de sexualité, nos amis les bêtes sont bien plus libérés que moi. Je pense par exemple aux bonobos. Chez eux, le sexe sert à apaiser les tensions en cas de conflit. Une dispute et hop, on couche ensemble. Voilà, en fait, ils se réconcilient. Ah oui, Voilà. écoute, ah bah Ils ont voilà. raison. Ça va mieux. Ça fait du bien. Ça renforce les liens sociaux, on va dire. Je suis trop malheureuse. Bon, allez, viens. Alors, pourquoi ne pas s'en inspirer, Agathe, hein? Mais oui, Allons- mais pourquoi? Pourquoi pas? Mais oui, mais Allons oui. voir ce qu'en pensent les Pourquoi j'y avais Français. pas pensé, mon chou? Pensez-y. Pensez-vous que les animaux ont une sexualité plus décomplexée que la nôtre? En tout cas, ils se prennent moins la tête, je pense. Ils le font plus naturellement. On les voit plus facilement à l'extérieur ou devant les gens ou d'autres animaux que les humains. Ah, je suis persuadée. On voit les singes, on voit les chiens, on voit les lapins. Oui, non, je pense. Quel comportement animal lié à l'amour ou à la séduction vous fait le plus sourire? Les chimpanzés qui se font des Je trouve ça marrant. J'aime beaucoup aussi le pan quand il fait la roue. Tout ce qu'il met pour séduire. Il fait des efforts. Hein. Il n'y a plus ça. Est-ce que dans les moments intimes, vous êtes du genre à retrouver votre instinct animal? On se laisse aller comme si c'était naturel et oui, comme des animaux au final, ouais. Je pense que c'est normal qu'il y ait un côté bestial. Ou sinon, c'est passif. Vous faites quoi de bestial? Moi, je griffe. Ouais, mais ça laisse des traces. Si vous deviez adopter une technique de séduction du règne animal, laquelle choisiriez-vous? Je pense que l'homme est plus proche du pan. Est-ce que vous pouvez me montrer comment vous paradez? Ouais, ça marche. Il se passe quelque chose. J'ai plus envie de déposer une main courante qu'autre chose, mais il y a un truc. Deux pans. Et deux pans dans le centre de Paris. Ouais, mais je crois que je suis amoureuse de lui. C'est vrai? Ça m'a fait un truc. Oui, parce qu'avant, pas, puis tout à coup, il parade, et là, oup, oup, oup. Incroyable. On l'a vu, les animaux comme les bonobos, ils ont des mœurs bien plus légères que nous. Alors, Sylvie Choqueron, il nous reste quoi finalement de l'instinct animal? Est-ce que la sexualité, ça reste pas le dernier espace où on peut renouer avec justement? Alors, c'est sûr que si vous évoquez la sexualité, c'est parce que vous évoquez justement la libération des sens, de tous les sens. La vision, l'odorat, le toucher, l'olfaction, tous ces sens qui rentrent en jeu. Et puis, notre cortex préfrontal à l'avant du cerveau, qui est le cortex de la raison, qui va un petit peu s'éteindre et qui va laisser la place à toutes ces pulsions et au sens, à l'action sans forcément se contrôler. Mais là, je rassure tout le monde, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui, eux, pour le coup, n'ont pas l'impression que c'est dans la sexualité qu'ils vont laisser vraiment aller tous leurs instincts. Il y a aussi plein d'autres domaines. Il y a l'art, il y a la cuisine, il y a plein de domaines où on va pouvoir laisser nos sens, notre intuition, notre créativité, notre corps même, s'exprimer sans pour autant venir mettre une chape de plomb de raison qui va empêcher tout ça. J'ai dit en début d'émission que les chiffres disent que les femmes ont un attachement, une affection bien plus importante aux animaux que les hommes. Il y a 46% d'entre elles
qui considère les animaux comme un membre véritable de la famille. Vous l'expliquez comment, ça ? Bien, en fait, en termes de bienfaits, on n'a pas vraiment d'études qui prouvent de différence au niveau des sexes, c'est-à-dire les hommes comme les femmes bénéficient des bienfaits des animaux de compagnie, tant au niveau de la santé mentale que de la santé physique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la manière dont les femmes vont décrire leur relation à l'animal. Et souvent, les femmes vont se décrire comme plus empathiques, en tout cas avec une relation plus fusionnelle, et souvent elles vont anthropomorphiser leur animal un peu plus que les hommes. Évidemment, c'est des tendances à prendre avec des pincettes, mais elles vont qualifier par exemple leur chat, leur chien d'enfant, comme leur propre enfant. C'est ça. Et donc finalement, la relation à l'animal, elle nous montre pas seulement qu'on est capable d'aimer les animaux, mais elle nous montre notre manière de les aimer. Je trouve ça assez Oui, beau. c'est vrai que c'est joliment dit, mais c'est un petit peu ça. Jessica Serra, on parlerait avec vous pendant des heures, tant vous êtes passionnante. Mais de ce fait, il faut lire ce livre. C'est votre nouveau bouquin, Le monde secret du chien. C'est publié chez Humaine Science et c'est hyper intéressant. Merci d'être passée dans Bel et Bien ensemble, Jessica. Merci. Alors imaginez, oui, on l'applaudit. Bon, alors là, c'est largement mérité. Imaginez, vous quittez tout pour vivre au contact des animaux. Eh ben, c'est la belle histoire que notre envoyé spécial bien-être, Arnaud Loquet, va nous raconter. Alors, je sais que vous étiez, enfin vraiment, vous venez de loin, Arnaud, et ça, vraiment, ça nous fait plaisir. Vous étiez à Sevran. Et... Mais je vous conseille, c'est qu'il y a une ville hyper attachante, les gens sont adorables. Alors, vous le dites depuis tout à l'heure, les animaux, ça peut apporter du réconfort, du lien, de l'apaisement. Mais surtout, ça peut carrément changer une vie. Est-ce que vous seriez capable, autour de la table et dans le public, de tout quitter pour aller au contact des animaux? Bon, demain. Demain? Bon, enfin, il faudrait quand même que j'ai gagné au loto avant. Mais... Ça peut aider. Et ben, c'est le choix qu'a fait l'homme que vous allez voir, qu'on a rencontré. Il a carrément tourné le dos, 180 à son ancienne vie, pour s'entourer de quoi? De brebis. Oh. Ah, c'est toujours oui, Agathe, du coup? Mais oui. Oui, ok. C'est trop mignon, les brebis. Bah alors, vous allez voir à la fin du sujet, peut-être que ça pourra vous intéresser. En tout cas, pour l'instant, c'est Katia qui est partie le rencontrer. C'est à Metz et c'est dans l'Hérault. Il s'appelle Michel. À 40 ans, alors qu'il réussissait sa vie professionnelle, il a décidé de tout quitter pour devenir berger. Katia l'a interrogé sur son parcours et sa nouvelle vie. Salut, bonjour, comment ça va? Bien et toi? Ça va. Rentre. Alors ça, c'est ton antre. C'est ici que je vis. Ouais, petite cabane de 45 mètres carrés que je me suis fabriquée tout seul. Tu n'es pas souvent dedans? En moyenne, en règle générale, je me lève vers les 5h30 du matin. J'ai des jeunes. Et puis à partir de 6h30, ben, je m'occupe de mes bêtes, quoi. Et on rentre à la tombée de la nuit. Donc la maison, oui, on y est pour se laver, manger et dormir. Ma vie, elle tourne autour des bêtes. Et ça n'a pas toujours été ça, ta vie autour des bêtes? Eh bien, avant d'être berger, parcours de vie, à 15 ans, je me suis arrêté d'aller à l'école. Donc après, je me suis mis dans le bâtiment. J'ai été maçon. De fil en aiguille, manœuvre, maçon, chef d'équipe. Enfin, on va dire un petit peu la logique pour quelqu'un d'ambitieux, quoi. Je veux dire, voilà, parce que j'étais toujours un petit peu ambitieux. Je faisais le maçon le matin et puis je travaillais dans un bar l'après-midi. Mais je pense que c'est un petit peu tout ça qui, le bruit, le monde, qui m'a fait un petit peu plus, je pense, plus vite apprécier les espaces naturels et au calme. À force d'enchaîner les chantiers, les services, la course à la réussite, à 40 ans, Michel arrive au bord du craquage. Et c'est alors qu'une rencontre va tout changer. J'ai rencontré un monsieur qui était berger et sa passion, il me l'a remise. Et je me suis mis à fond là-dedans depuis 2000. Et je ne regrette pas mon choix, quoi. Ah ouais, elles te reconnaissent, hein? Ah oui. Hop, 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 hop. Viens là, bière. Ah, j'en ai une qui boite derrière. Elle a dû se mettre une épine dans le pied parce que hier, elle ne boitait pas. J'imagine que ça n'a pas dû être si simple de devenir berger. Il n'y a rien qui est simple pour venir ou berger ou un autre métier. Du moment que tu changes d'activité professionnelle, il n'y a jamais rien de facile. Pour avoir des espaces, à qui acheter tes bêtes, je me suis battu. Tu les connais toutes? Pratiquement, tu me les mélangerais, mon troupeau, au milieu d'un autre. Sur 150, j'en reconnais 140. C'est mon troupeau, je les surveille, je les bichonne, c'est mon plaisir. Plus je vais m'en occuper, mieux je vais gagner ma vie dans un cadre que j'ai décidé de vivre. Pour atteindre ce bonheur, il lui aura fallu 10 ans de travail et de persévérance.
Mais aujourd'hui, entouré de ses 200 brebis, il se sent libre et heureux. C'est cette chance-là que j'ai, que je fais ce que je veux, quand je veux. Moi, depuis 25 ans que je suis dans les brebis, pas un seul matin, je me suis encore dit, putain, il faut se lever pour les faire bouffer ces bêtes. Hein. Et il y en a certains qui sont dans les bureaux ou ailleurs, qui dès le lundi matin, ils se disent, putain, vivement vendredi. Hein. Donc tu es un homme heureux. Oui. Tu t'es donné les moyens d'être un homme heureux. Voilà. Je suis bien où je suis. Je suis où je dois être. Alors, je ne spoile pas le début, ce que je vais vous dire, on y arrive. C'est qu'au fond, Michel, il n'a pas découvert qu'un métier, c'est que ça lui a juste permis, on le dit souvent dans l'émission, que ça ralentit, davantage d'accomplissement, je pense aussi. Ce qui est merveilleux avec lui, c'est que vous le voyez, là où il évolue, il peut regarder des couchers de soleil, des levées de soleil, il est avec ses brebis, personne. Moi, c'est vous, mon lever de soleil. Oh, c'est adorable. Et Gat, on va aller lever des brebis. Hein. Il n'y a pas d'urgence, non plus qu'on y a deux. Hein. En tout cas, c'est ce que, merci, sympa, c'est ce que tout le monde recherche, c'est que Michel est épanoui. Et là, j'en viens à cette conclusion. Gat, c'est une bouteille d'eau à la mer. C'est que Michel, il lui manque un truc, c'est l'amour. Ah, Michel est célibataire. Ah, je vois que dans le public... il y a déjà... Non, mais attends, on a une fiancée potentielle. J'ai le 06 de Michel. Si jamais vous avez envie de réveil au chant d'oiseaux, par contre, chez lui, il n'y a pas de réseau. Donc là, bon, vous savez, s'il me fait du fromage, il y a moyen de moyenner. Hein. Voilà. Le cœur de Michel est à prendre. Et Sylvie, pourquoi s'occuper d'animaux comme lui? Par exemple, il le dit, je suis à ma place. Et j'adore entendre les gens dire ça. Pourquoi ça nous fait autant de bien? Parce que vous savez, on dit toujours faire du bien nous fait du bien, donc nous occuper des autres, ça nous fait du bien. Et finalement, quand on s'occupe d'un animal, c'est un petit peu comme si on s'occupait d'un bébé qui n'a pas encore le langage ou d'une personne avec qui on ne peut pas communiquer. Ça va libérer toutes ces hormones dont on a parlé, l'ocytocine, dopamine, etc. Ça va véritablement activer le circuit de la récompense et en retour nous faire du bien moralement parce qu'on a cet attachement affectif mais aussi physiquement parce que notre tension artérielle diminue, on se sent véritablement apaisé. Donc oui, il a tout compris. Est-ce que vous voulez en apprendre une bien bonne pour briller à la machine à café? Oui. C'est important de briller à la machine à café parce que comme ça tous les collègues sont trop contents de vous voir le matin. Et ben c'est grâce à Stan qui a 1 minute chrono pour nous expliquer ce qu'est le biomimétisme. Retenez. Eh ben c'est parti. Alors le biomimétisme, en fait, c'est le fait de plagier ce que la nature a inventé depuis des millions d'années pour résoudre nos problèmes. Et vous allez voir que la planète Terre est un formidable bureau d'études. Prenez le velcro, par exemple. Son inventeur suisse remarque que des bardanes restent accrochées au pelage de son chien après une promenade. Il copie le système des petits crochets de la plante pour inventer le scratch. Passons au Shinkansen, le train à grande vitesse japonais. Son aérodynamisme qui lui permet d'atteindre les 320 km/h est inspiré du bec du martin pêcheur qui plonge en piqué dans l'eau sans faire d'éclaboussures. Les termitières, par exemple, elles maintiennent une température stable malgré les fortes chaleurs extérieures grâce à un système d'aération naturelle. Les architectes s'en inspirent aujourd'hui pour construire des bâtiments qui se climatisent tout seuls. Et puis, il y a ce que je préfère, la bioluminescence. Ces animaux, comme les méduses ou les planctons, qui brillent dans l'obscurité sans consommer d'énergie, ou du moins très peu. Leur protéine lumineuse est étudiée par la communauté scientifique pour remplacer à terme l'éclairage urbain. En fait, la nature, elle a 3,8 milliards d'années d'avance sur nous en termes de recherche et développement. Forcément, elle a pris un peu d'avance. Oh, parfait. Oh là là. Franchement, dernier mot sur le gong. Vous connaissez Flipper le dauphin? Oui. Vous connaissez Lassie? Oui. Ah, la mignonnerie de Lassie. Beethoven? Ah oui. Bon gros pâteau, là, trop mignon. Eh bien, sachez que dans la vraie vie, les animaux sauvent vraiment des vies. Arnaud nous livre sa happy thérapie. Alors, on va commencer par un cas très pratique. Sarah, on est en vacances tous les deux. Je suis en train de surfer. Et là, patatras, je tombe, mauvaise vague, et je suis en train de me noyer. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous noyez, vous mourrez. Ah oui, je suis parti. Moi, je sors mon téléphone, je vous filme pour mon vlog. Ça va cartonner. Ça va faire un tabac. Elle est horrible. Elle est prête à gagner des followers. Oui, je comprends. Moi, c'est pas un truc qui me choque plus que ça. Hein. Une belle solidarité, c'est quand même assez sympa. Alors, vous allez voir justement, heureusement que je compte pas sur vous, parce que vous allez voir la différence entre les hommes et les animaux avec ces images. Regardez comment les animaux réagissent dans ce genre de situation. C'est vrai que ça, c'est ma passion. Je peux regarder ça jusqu'en mai prochain, mai 2027. Plutôt que les élections, je vais faire ça, moi. Là, ce petit garçon, il est sauvé. Il y a les éléphants. On voit que on se demande à force si les animaux sont pas au final là pour nous protéger.
Alors c'est vrai pour les animaux domestiqués comme les chiens qui ont développé vraiment une capacité à comprendre nos émotions, mais il y a d'autres espèces, on en parlait tout à l'heure, c'est les singes, ils ont des mécanismes qui poussent à protéger leurs petits et c'est tellement puissant que ça peut s'appliquer à d'autres espèces comme la nôtre. Et alors, si on vous montre cette image, je pense que vous vous en rappelez, c'est celui de la gorille femelle Binti Jua en 96. Là, on est dans un zoo à Chicago et il y a un petit garçon qui tombe dans la fosse. Et là, regardez, elle le récupère et elle va tranquillement le déposer à l'entrée qui est réservée aux soigneurs pour permettre le sauvetage. C'est quand même pas adorable. Trop émouvant. C'est émouvant. Il y a certaines personnes en plus qui les éduquent, les animaux, pour venir en aide aux autres personnes. C'est le cas évidemment des chiens d'aveugle que vous connaissez. Mais là, je vais vous présenter un autre petit chien adorable, c'est Corée, c'est un sublime labrador. Alors lui, ce qu'il fait, c'est que sa maîtresse est diabétique. Et quand elle est en pleine crise d'hypoglycémie, regardez avec sa truffe, il lui rappelle qu'elle doit se faire une injection. Elle va même lui ramener une bouteille de soda pour qu'elle ait son taux de sucre. Et tout ça grâce à quoi? Regardez cette jolie petite truffe, c'est l'odorat. Parce qu'en fait, l'odorat est 10 000 fois plus puissant que celui des hommes et permet de détecter des cancers et même prévenir des crises d'épilepsie. Et vous savez, Arnaud, on dit aussi que l'entraide, c'est l'autre loi de la jungle. Hein, c'est pas la loi du plus fort uniquement. Oui, il y a vraiment cette notion d'altruisme, d'entraide interespèce. Je rebondis sur ce que vous dites, l'entraide, parce qu'on peut se poser la question de savoir si nous, est-ce qu'on leur envoie un moment, est-ce qu'on renvoie l'appareil aux animaux? Et il y a une expérience, je sais que vous l'avez vu, Agathe, c'est sur la façade atlantique cet hiver. Il y a eu des conditions atmosphériques qui étaient très compliquées, donc il y a eu beaucoup de vent. Et il y a notamment des victimes, comme les petits macareux. Regardez, c'est un petit oiseau qu'on voit sur la façade atlantique. On en retrouvait plein cet hiver sur la plage, morts, simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à contrer les vents violents. Donc il y a une chaîne qui s'est mise en place avec une association aux Pays-Bas qui s'appelle Egal Aldia. Et les particuliers ramenaient les oiseaux dans cette association. Et ils ont organisé un lâcher à Saint-Jean-de-Luz, où tous les gens qui avaient participé à cette chaîne humaine pouvaient venir et relâcher les oiseaux qui sont repartis pour les survivants qui étaient justement récupérés par des anonymes qui leur ont porté les premiers soins avant de les amener dans cette association. D'où l'intérêt de préserver les bancs de sable, les plages, parce que c'est autant d'endroits où les oiseaux peuvent faire des pauses. Donc Merci, vous voulez terminer Arnaud. sur une note positive. Ah, ça fait du bien, un peu de je sais pas, d'émotion, d'amour. Vous allez partir maintenant, Arnaud? Je pars. Vous partez loin, j'imagine? Je pars à Gif-sur-Yvette. À Gif-sur-Yvette. Je sais que le maire Vous là-bas avez une vous aime escale, beaucoup. c'est impossible. Vous préférez y aller direct. Deux changements. Allez, bon courage. Il nous rapportera À très vite. demain d'autres astuces bien-être dans son escarcelle. Allez, il est temps de bouger nos neurones avec notre spécialiste littéraire dans Bel et Bien Ensemble. Bonjour Tatiana. Alors, on fait un petit pas de côté, Tatiana. Qu'est-ce que les livres nous apprennent sur la relation entre les humains et les animaux? Alors, je vous avoue que de vous à moi, quand Agathe m'a posé la question « Est-ce que les femmes et les animaux sont des alliés ?» Je me suis dit « Mais... oh !» Alors, mon instinct n'a fait qu'un bond, il a dit oui. Mais j'avais pas d'argument. Alors, je me suis dit « Repensons à nos lectures. » Et je me suis rendu compte que oui, Agathe, les animaux sont nos alliés. Tout simplement parce que ce sont les seuls qui réussissent à rendre aux femmes tout l'amour qu'elles donnent au monde. Et cette leçon, c'est Patricia qui me l'a apprise. Alors, quelle Patricia? Qui est cette Patricia? Ah, mais Patricia, c'est la jeune héroïne du Lion, monument littéraire de mon amoureux Joseph Kessel, publié en 1958. Et voici son histoire. Alors, nous sommes dans la savane kenyane. Et là, Patricia, enfant particulière, est élevée par son papa, directeur de réserve. Et son meilleur ami est un lion, King. Officiellement, c'est elle qui l'élève. Mais en vérité, je crois qu'il lui apprend tout. C'est lui qui l'éveille. Car il partage avec elle les plus belles valeurs du monde. La loyauté sans faille, la présence sans condition et l'amour sans mesure. Et qui partage ces qualités, Agathe? Eh bien, les femmes. Ah ben voilà. Si vous me Bingo. demandez. Bingo. Et les correspondances entre la femme et les lions ne s'arrêtent pas là. D'ailleurs, Kessel, lorsqu'il décrit le museau absolument poétique du lion, il parvient à nous faire simultanément ressentir exactement ce que les femmes nous font ressentir. La puissance et la tendresse, la férocité et la douceur, et la vulnérabilité et la résilience. Un alliage impossible peut-être, mais pas pour nous. C'est donc pour cela, je crois, que tant de femmes trouvent peut-être du réconfort auprès des animaux, parce qu'elles se retrouvent. Pensez par exemple à l'amour d'un labrador, on en parlait tout à l'heure. Eh bien pour lui, tout est clair. Aimer, c'est donner. Vivre, c'est être vrai. Et protéger, c'est prioriser. Et ça, c'est tout moi. Ben oui, évidemment, Tatiana. Ah bah oui. Attendez, Albert,
Bon, j'entends encore Albert Camus qui parle. bah hein, oui, parce que- évidemment. Ah non, mais je vous explique. Il est incapable de laisser un de ses amis briller sans brailler. Et comme il l'a écrit en os, je comprends ici ce que veut dire la gloire. Le droit d'aimer sans mesure. Et je crois que les femmes, comme les animaux, n'ont pas attendu Albert ni pour le savoir, ni pour se l'appliquer. Parce que nous deux, nous savons, et nous le savons depuis très longtemps, que aimer n'est pas un artifice. Et d'ailleurs, aimer sans artifice n'est jamais une erreur. C'est un art. Oui, et ça s'apprend, c'est pas si facile. Ça s'apprend. Enfin, nous. Oui, voilà. Bon, Tatiana, en tout cas, merci beaucoup d'avoir élevé, bon, pas élevé parce qu'on était déjà très haut, mais enfin, en tout cas, de nous avoir fait réfléchir ce Planer. matin et planer aussi. On vous retrouve très, très vite sur le plateau de Bel et Bien Ensemble et sur vos réseaux sociaux aussi. Il faut la suivre, Tatiana. C'est le banger littéraire et franchement, on apprend plein de choses, et toujours avec cette lumière. Merci, Tatiana. Merci Est-ce que vous à vous. savez quel est l'animal le plus endurant de la planète? C'est nous, l'être humain. Ben oui, l'être humain, c'est un véritable champion de la marche. Ah oui, ça vous le saviez pas? Non. Et pourtant, quand il s'agit de marcher, il y a une idée reçue qui est la vie dure. Et ce matin, notre chroniqueur santé a décidé de lui faire la peau. Et croyez-moi, mais ça va vous faire un bien, mais un bien. Oh là là, mais quel bonheur. Bonjour Stéphane. Bonjour Agathe. Bon Stéphane, alors vous êtes quand même, vous avez plein de métiers, vous avez plein de passions, vous êtes kinésithérapeute, Ouais. vous êtes chroniqueur santé au Point, le magazine bien sûr, et aujourd'hui vous voulez nous parler donc d'un grand classique du bien-être dont on a parlé dans cette émission 1 milliard de fois, ce sont les fameux 10 000 pas par jour, et apparemment même nous on a encore beaucoup à apprendre. Eh oui Agathe, ce chiffre nous poursuit partout sur nos mondes connectés, dans nos téléphones, Eh ouais. dans les conversations entre amis. Il faudrait faire 10 000 pas par jour. C'est devenu la règle d'or de la bonne santé, le minimum syndical du citoyen responsable. Mais si vous ne faites pas vos 10 000 pas, Agathe, et que vous avez un petit peu honte le soir en vous couchant, C'est le cas, oh là Stéphane. eh bien, c'est j'ai le une cas. bonne nouvelle pour vous. Ce chiffre n'a aucune origine ni aucune valeur scientifique, absolument aucune. Non mais attendez. Aucune valeur, pourtant, d'abord, on l'entend partout. Je crois que même ici, on l'a dit plein de fois. On nous dit ça quand on nous vend une montre connectée, donc c'est l'objectif à atteindre et tout. On télécharge une application, c'est l'objectif à apprendre. Il y a même des applis qui nous font gagner de l'argent pour ça. Eh ouais, mais pourtant non, Agathe, tout a Oh non, Agathe. Eh non, tout a commencé en 1965. Je ne sais pas si vous étiez né, peut-être pas. Stéphane, c'est Juste pas la après les première fois. Jeux Olympiques de Tokyo, une société japonaise, Yamasa, lance le tout premier podomètre grand public. Ce podomètre a une aiguille et qui fait un tour complet du cadran au bout de 10 000 pas. L'objectif est littéralement inscrit dans la mécanique de l'appareil. Yamasa appelle cet appareil Manpokei, pardonnez mon japonais, qui signifie compteur de 10 000 pas. Ah, c'est même pas compteur de pas, c'est Non, compteur non, de c'est 10 000 compteur pas. de 10 000 pas. Et au passage, en japonais, le caractère pour 10 000, c'est le même que dans Banzai, qui veut dire 10 000 ans de vie. 10 000 est un chiffre culturellement très fort au Japon. C'est ça. Bref, un bel objet, un beau slogan, rien de plus, et pourtant, 60 ans plus tard, c'est devenu une norme. C'est fou ça. Donc scientifiquement, on doit marcher combien de pas par jour pour être en bonne santé? Est-ce qu'il y a une règle? Eh bien oui, une grande étude a été publiée en 2022 dans la revue The Lancet. Elle a été menée sur plus de 47 000 personnes. Et elle a montré que les bénéfices pour la santé commençaient dès 4 000 pas. Donc vous voyez, il ne faut pas arriver à 10 000. Ah bah c'est cool ça. Et plafonnaient autour de 7 500 pas. Ah bon? Bah oui. Donc 7500 qu'on se rende compte, parce que 10 000, c'est quand même une bonne heure et demie Mais de marche. oui, Hein. c'est long. Hein. Alors qu'en pratique, si vous marchez un quart d'heure pour promener votre animal de compagnie, puisqu'on en a parlé dans cette émission, si vous prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur, si vous descendez une station de métro plus tôt, vous êtes probablement déjà dans la zone qui protège votre cœur, vos articulations et votre cerveau. Et on oublie souvent, la cadence compte autant que la quantité. À nombre de pas égal, marcher d'un bon pas, c'est environ 2 fois plus efficace que de flâner. 5 000 pas dynamiques valent mieux que 8 000 pas tranquilles. D'accord. Vous l'aurez compris, puisque vous m'avez posé la question, le chiffre magique n'existe pas, Agathe. Une personne âgée qui marche 3 000 pas en fait déjà beaucoup. Un salarié sédentaire qui passe de 2 000 à 5 000 pas réduit son risque cardiovasculaire d'une façon spectaculaire. Alors Agathe, ce soir, si votre montre affiche 6 400 pas,
Ne culpabilisez pas et félicitez-vous. Vous faites un bien fou à votre corps. Et on a même le droit de l'oublier de temps en temps, la montre. Mais ou pas? oui, et Parce que c'est peut-être ça le secret compter, du là. bien-être, Agathe. Ouais, c'est ça. Vous allez bien de déculpabiliser souvent comme ça parce Mais que oui, vous êtes avec grand bienvenue, plaisir. hein, croyez-moi. Et effectivement, comme vous le dites fort justement, déjà la politique des petits pas, mieux que la veille, c'est pas mal. Hein, Exactement. on n'a rien fait la veille, si on fait, allez, on va dire 500 pas, déjà ce sera mieux que 0. Stéphane Demorand, merci 1000 fois. On peut retrouver tous vos conseils bien-être dans votre livre. Et si vous preniez soin de vous, c'est aux éditions Plomb. À bientôt, j'espère, pour décrypter une nouvelle idée reçue sur le bien-être. Merci à Sylvie Choperon de nous avoir éclairé ce matin de tout, de sa science, d'elle-même, de tout ce qu'elle est. Merci à Stan, même compliment. Sarah, à demain. Et Arnaud, il est parti? Ah bah oui, il est parti. Bête, il est dans l'avion. À demain, 9h55 sur France 2. Bonne journée à vous.